Mesdames et messieurs, bon Ramadan tout à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Amélioration sans précédent des indicateurs de performance financière de l'Égypte dans les 9 derniers mois malgré le coronavirus. C'est ce qu'a déclaré en fait le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moaït. Pourquoi il a dit ça? Quels sont les autres indices qui ont été améliorés durant les 9 derniers mois et quel même sera l'avenir de l'économie égyptienne justement dans le cadre de ces conditions tout à fait pénibles, exceptionnelles, imposées par le désastre du coronavirus. C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, à travers les explications de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Antenne internationale et qui va nous appeler à partir de France, M. Jean Messeha, analyste politique mais aussi économique. M. Jean Messeha, vous êtes toujours le bienvenu et bon Ramadan. Oui, merci beaucoup. Bon Ramadan à vous et à l'ensemble de votre équipe et à l'ensemble de l'Égypte. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers les lignes de l'Antenne internationale. Et justement, nous avons aujourd'hui plusieurs indices à déchiffrer, à analyser de votre part. Donc, nous pouvons commencer par cette déclaration faite par le ministre égyptien des Affaires, plutôt le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moaït, en ce qui concerne l'amélioration sans précédent des indicateurs de performance financière de l'Égypte dans les 9 derniers mois malgré le coronavirus. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une analyse générale d'après votre vision, pourquoi cette annonce est tout à fait importante? Écoutez, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses de manière générale dans l'économie. Oui. Il y a ce qui relève du conjoncturel et ce qui relève du structurel. En l'occurrence, je pense que les fondamentaux de l'économie égyptienne, à savoir la jeunesse de sa population, les perspectives d'investissement en infrastructure que le président Al-Sisi a d'ailleurs largement entamées mais qui ne sont pas finies, l'inflation qui est jugulée, des taux d'intérêt débiteurs qui ont significativement chuté, ce qui permet un endettement pour l'investissement à moindre coût, donc ce qui permet de favoriser l'investissement au détriment de l'épargne. Tout ça, ce sont les fondamentaux de l'économie égyptienne. Ensuite, vous avez un épisode conjoncturel, certes très grave, mais qui reste conjoncturel, c'est-à-dire c'est l'épisode du coronavirus et des restrictions économiques et surtout les restrictions sanitaires qui ont des conséquences économiques qui se manifestent sur l'économie égyptienne. Après, si vous voulez, la croissance égyptienne, elle va résulter à un instant T du différentiel entre l'impact du contexte conjoncturel sur les fondamentaux de l'économie égyptienne. Or, Oui. ce qui ressort de la déclaration du ministre des Finances, c'est qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est que les fondamentaux, c'est-à-dire la structure de l'économie égyptienne, restent relativement solides pour encaisser le choc des restrictions et de l'impact négatif, de l'impact économique négatif de l'épisode du coronavirus. Oui. À quel point vous êtes d'accord ou même vous partagez le même point de vue annoncé par des responsables égyptiens, par d'autres experts économiques même, selon lesquels l'économie égyptienne est devenue de plus en plus résiliente et toujours dans ce temps de coronavirus, l'économie égyptienne obtient très bien la confiance des investisseurs, notamment des investisseurs étrangers. Je pense, si vous voulez, que l'un des indicateurs majeurs que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la chute presque historique des taux d'intérêt. Vous avez le souvenir, comme moi, d'une période où lorsque vous placiez 100 livres égyptiennes à la banque en achetant des obligations d'État, vous pouviez être rémunéré jusqu'à 19%. Et donc, effectivement, quand la banque rémunère, ou quand l'État, plus exactement, rémunère
une épargne obligataire à 19%, ça veut dire que derrière l'investisseur qui veut emprunter de l'argent pour faire un projet économique, il faut qu'il soit sûr que la rentabilité de son investissement soit supérieure à 19%, puisque en fait la décision d'investir ou pas résulte pour un investisseur de la comparaison entre ce que son argent peut lui rapporter au sein d'un compte bancaire et au sein de son épargne et ce que son argent peut lui rapporter au titre de la rentabilité d'un investissement économique réel. Donc évidemment, à ce titre, la chute très significative des taux d'intérêt, c'est double chose. D'abord, ça enregistre effectivement les performances récentes de l'économie égyptienne, mais surtout, ça ouvre la perspective d'une dynamique économique positive où l'investisseur va, en fait, tous les projets qui ont un taux de rentabilité qui est supérieur aux 6-7% de taux d'intérêt actuel vont être éligibles à la concrétisation. Oui. Et donc effectivement, va s'ouvrir avec cette mesure majeure, et je salue le geste de la Banque centrale égyptienne en ce sens, va s'ouvrir, je pense, un cercle vertueux où énormément d'investisseurs vont placer leur argent, non pas dans des bas de laine au sein de banques, mais vont vraiment apporter une contribution à la dynamique de l'économie égyptienne en montant des affaires, que ce soit en élargissant des investissements déjà réalisés, d'ouverture de marché, ou tout simplement tout un tas de micro-projets, comme par exemple l'ouverture de restauration, de petits magasins, de bars, etc. Tout ce qui fait la croissance égyptienne aujourd'hui, en fait. Oui. D'autres indices très importants, ce sont les investissements publics pour l'exercice 2021-2022. On parle justement, d'après les déclarations de Dr Hala Saïd, la ministre du Plan du Développement économique, que le volume des investissements publics dans le prochain exercice se chiffre à près de 295 milliards de livres égyptiennes. Et bien sûr, toujours selon cette déclaration, à la lumière de la crise actuelle de Covid-19, le plan d'investissement du prochain exercice se focalisera sur les initiatives en matière de santé, développement des familles, de la femme et de l'éducation. Et en même temps, il y aura une sorte d'extension dans le domaine numérique. Et même, il y aura plus de concentration sur le dopage des exportations égyptiennes ou de made in Egypt, fabriqués en Égypte, dans la prochaine période. Votre explication? Écoutez, je pense que globalement, la science économique a démontré déjà depuis des décennies que l'investissement public était une condition nécessaire à la croissance économique d'un pays. Ouais. Et quand on parle de l'investissement public, il est protéiforme. L'investissement public, ce n'est pas simplement des investissements en infrastructure, même si ces investissements demeurent importants. C'est bien sûr les routes, les ponts, les voies de chemin de fer, tout ça. Mais il y a aussi l'investissement immatériel, c'est-à-dire l'investissement en éducation, l'investissement en santé, l'investissement sanitaire. Tout ça va créer en fait les conditions d'une croissance économique saine et durable. Donc, oui, justement, par exemple, Dr Mohamed Mouait a dit que le gouvernement a réussi à fournir les financements nécessaires pour aider les secteurs, les catégories les plus touchées par cette pandémie, répondre aux besoins du secteur de la santé pour faire face au coronavirus, augmenter les investissements publics et rembourser les sommes dues au fonds de pension et d'assurance auprès du Trésor de l'État. Donc, comme vous venez de nous souligner, l'Égypte essaye même d'augmenter ses investissements ou ses financements dans ce secteur de la santé et de l'enseignement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'une économie où les gens ont un bon niveau d'éducation et sont en bonne santé, c'est une économie qui va croître davantage que les économies où le niveau de diplôme est faible et où les gens sont malades. Donc effectivement, ou pas en bonne santé en tout cas. Donc effectivement, tout le travail entrepris par le président Al-Sisi depuis son arrivée au pouvoir a consisté à doter l'Égypte
d'investissements publics à la fois matériels et immatériels susceptibles de rendre robuste et durable la croissance de moyen long terme. Donc, cet effort-là est en train aujourd'hui de se poursuivre. Il y a eu on se souvient, hein, il y a eu tous les gros investissements en termes d'infrastructures routières. Il y a eu énormément de routes qui ont été construites en Égypte ces dernières années. Il y a eu de grands projets de chemin de fer. Là aussi, c'est un investissement matériel. Il y a eu les travaux qui ont été faits au canal de Suez pour élargir les voies de navigation. Ça aussi, c'était un gros investissement. Et maintenant, on est en train de s'attaquer à juste titre à tout ce qui est investissement immatériel, c'est-à-dire l'éducation, le numérique, la santé, qui sont aussi des investissements publics indispensables. Et je pense en fait que nous avons là les deux jambes sur lesquelles l'économie égyptienne va pouvoir marcher, à savoir l'investissement matériel et l'investissement immatériel. Oui. Selon toujours le docteur Mohamed Moaït, le ministère des Finances, le ministre des Finances plutôt, le taux de croissance annuel des revenus avait augmenté d'environ 14,6% malgré les répercussions négatives de la pandémie du coronavirus sur l'activité économique. Autre indice, c'est le déficit total qui recule à 6,3%, alors qu'on trouve dans d'autres indices que l'excédent budgétaire primaire affiche 14 milliards de livres égyptiens. Donc, 3 indices à déchiffrer, à analyser de votre part. Écoutez, je pense qu'il y a eu un gros effort d'assainissement des finances publiques égyptiennes depuis plusieurs années qui est en train de porter ses fruits. Je pense également que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense également que vous avez un afflux de remises étrangères dans le système bancaire égyptien, donc de la part de toute la diaspora égyptienne, mais également des investisseurs internationaux. Donc je pense que le système bancaire égyptien est bien approvisionné en liquidités. Donc ça crée un climat de confiance qui permet effectivement d'améliorer la situation budgétaire. La situation budgétaire s'améliore aussi au regard du retour sur investissement, parce qu'encore une fois, une économie dans laquelle l'État est investi dans des infrastructures matérielles initialement, c'est aussi une économie qui croît à un rythme plus soutenu. Et une économie qui croît à un rythme plus soutenu, c'est une économie qui dégage des recettes fiscales supplémentaires qui, à dépenses constantes, permettent effectivement de diminuer le déficit public, voire de créer des excédents budgétaires. Alors là, vous me parlez de l'excédent primaire. Attention, parce que l'excédent primaire n'est pas la variable la plus significative, puisque après, vous avez le service de la dette. L'excédent, il faut un excédent primaire pour pouvoir rembourser pas seulement les intérêts de la dette, mais également le capital. Et à ce titre, le fait que le budget égyptien dégage un excédent primaire est tout à fait encourageant pour le remboursement de la dette publique, intérêts et capital. Oui. Justement, toujours d'après les déclarations faites par Dr Moaït, le volume des recettes publiques confirme le succès de l'économie égyptienne qui a réussi à se redresser rapidement malgré les conséquences du Covid-19. Il a également insisté sur la poursuite de la réforme économique, de l'automatisation, de l'augmentation des investissements pourvoyeurs d'emplois et de l'orientation vers l'économie verte. Donc, toujours, est-ce que vous êtes d'accord que l'économie égyptienne a pu se redresser très rapidement des conséquences de Covid-19? Deuxièmement, comment vous trouvez l'impact de la réforme économique sur la performance de l'économie égyptienne actuellement? Troisièmement, comment vous trouvez cette politique adoptée actuellement par le gouvernement égyptien en ce qui concerne l'économie verte et en ce qui concerne l'automatisation et la transformation numérique? Vous savez, je pense qu'il y a un atout de l'économie égyptienne, en tout cas de l'Égypte, face au coronavirus, et il y a un problème. L'atout, c'est que la population égyptienne est une population extrêmement jeune. Et donc on sait qu'effectivement, le coronavirus touche davantage les personnes âgées que les personnes jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que non seulement l'Égypte, mais une grande partie de l'Afrique, de manière générale, est plus épargnée
par la crise du coronavirus que les pays européens qui ont des populations un peu plus âgées. En revanche, l'attention doit porter sur toutes les comorbidités, parce que le coronavirus, il frappe prioritairement, si je puis dire, ou en tout cas de manière beaucoup plus probable, les gens qui ont d'autres maladies à côté, soit l'obésité, soit le diabète, soit des maladies cardiaques. L'hypertension, oui. Et voilà, il faut qu'effectivement le gouvernement prête un peu plus d'attention pour protéger ces publics fragiles dans un contexte où l'essentiel de la population, qui est une population jeune, n'a peu ou pas à craindre la maladie. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, de ce point de vue, l'impact global, je pense, va être limité sur l'économie égyptienne, comme l'attestent les derniers chiffres, mais cela ne signifie pas que le gouvernement ne doit pas prêter une attention, notamment, encore une fois, aux publics les plus fragiles, non pas sur la santé, mais également socialement, parce qu'en fait, la réussite de ces réformes dépendra aussi de l'acceptabilité de ces réformes par la population égyptienne, et je crois que le gouvernement a très bien fait d'avoir une attention particulière vis-à-vis des classes populaires les plus en difficulté, parce qu'en fait, il s'agit de passer cette transition sans qu'il y ait de crise sociale majeure. Et je pense que le gouvernement a raison d'insister sur les mesures d'accompagnement de ces publics socialement fragiles afin d'attendre un peu plus patiemment les résultats, les fruits de la réforme économique, de la réforme fiscale qui est actuellement conduite en Égypte. Sur le dernier point que vous citez, c'est-à-dire l'économie verte, moi je pense que l'écologie de manière générale ou l'environnement, c'est une formidable opportunité pour l'Égypte et pour tous les pays du monde d'ailleurs, de rentrer dans une quatrième ou une cinquième révolution industrielle. Il ne faut pas croire, comme le croient certains, que l'économie verte est l'ennemi de l'économie. Au contraire, l'économie verte offre de nouvelles perspectives d'investissement dans la miniaturisation, dans la décarbonation de l'économie, dans le télétravail, etc., etc. Donc en fait, il ne s'agit pas, c'est pas un danger, mais plutôt une nouvelle frontière qu'il s'agit de conquérir. Ouais. Autre indice très important. Tout d'abord, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part, de telles explications. Autre indice très important, l'Égypte classée 6e parmi les pays qui reçoivent le plus de transferts de virements de fonds de l'étranger. Bien sûr, donc la main-d'œuvre égyptienne qui se trouve à l'étranger représente l'un des éléments forts de la structure de l'économie égyptienne. Vous avez des explications à donner? Oui, alors évidemment, traditionnellement, vous savez, il y avait 4 sources en fait de revenus pour l'Égypte, de revenus extérieurs pour l'Égypte. Il y a bien sûr les revenus du canal de Suez, il y a le tourisme, il y a les exportations de gaz et d'hydrocarbures de manière générale, et il y a évidemment ce que la littérature économique anglo-saxonne appelle les remittances. Ouais. Les remittances, c'est les transferts effectivement de la diaspora égyptienne, des travailleurs égyptiens à l'étranger vers l'Égypte, c'est-à-dire que très souvent les familles égyptiennes ne partent pas elles-mêmes tout entières à l'étranger, mais elles envoient un de leurs membres, le père, le mari, le grand frère, qui travaillent à l'étranger et qui évidemment envoient au pays une grande partie de l'argent qu'ils gagnent pour faire vivre sa famille en Égypte. Donc ça, évidemment, c'est une des sources. Mais je crois que par-delà cette source, qui est une source traditionnelle, je crois que la nouveauté depuis quelques années, c'est le retour d'un État stable, d'un régime politique stable en Égypte, puisque en fait, et vous savez que les grandes agences de notation comme Fitch, elles jugent effectivement la qualité de l'investissement dans un pays. Parmi les critères qu'elle prend en compte, c'est la stabilité politique et sociale. Or, l'Égypte aujourd'hui est un État politiquement et socialement stable, ce qui encourage évidemment les investisseurs étrangers à y investir, sachant que par ailleurs la réforme économique a garanti à l'investisseur étranger qu'il peut rapatrier tout ou partie de son bénéfice dans son pays d'origine. Donc il y a eu une facilitation du cadre d'investissement en Égypte qui a été conduite par le gouvernement égyptien dans le cadre des réformes économiques. Et donc, évidemment, ça commence aujourd'hui à porter ses fruits. Oui.
Donc, alors que le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Mouaït, a appelé les investisseurs étrangers à saisir les opportunités prometteuses de développement en Égypte, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a déclaré, entre deux guillemets, l'Égypte tient à planir tous les obstacles et défis auxquels sont confrontées les exportations égyptiennes. Selon la ministre du Commerce et de l'Industrie, l'Égypte vise actuellement à augmenter à 100 milliards de dollars ses exportations grâce à un plan stratégique dont l'objectif est d'ouvrir davantage des marchés aux exportations égyptiennes, notamment dans les marchés d'Europe, d'Afrique et des pays arabes. Donc, 2 points. À quel point, si je peux dire, les investisseurs étrangers vont écouter les appels des responsables égyptiens en ce qui concerne les opportunités d'investissement très prometteuses qui se trouvent en Égypte. Deuxièmement, comment vous évaluez jusqu'à maintenant la politique adoptée par l'État égyptien visant à doper un peu plus ses exportations vers l'étranger en ouvrant de nouveaux marchés? Écoutez, je pense que pour l'instant, la situation internationale est un peu plombée par la crise du coronavirus. Donc il est très très difficile à ce stade d'envisager la suite. Mais encore une fois, je pense qu'une fois que cette crise sera réglée, il y aura une sorte de pulsion de vie. C'est-à-dire que les gens qui auront été enfermés, qui auront été empêchés de travailler, qui auront été empêchés d'investir, qui auront été empêchés de se rendre à l'étranger, une fois que cette crise va se régler, je pense qu'il va y avoir une explosion d'activités, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur même des pays et dans l'activité internationale. Alors le monde ne reviendra pas à ce qu'il était avant, mais il reviendra quand même à une forme d'internationalisation. Et à ce titre, tout le travail qui aura été mené par le gouvernement égyptien pendant cette période, on ne pourra commencer à en avoir les résultats concrets et les fruits qu'une fois que le monde et les pays seront revenus à une situation normale. De toute façon, toutes les étapes que prend le gouvernement égyptien en termes de réforme économique, en termes de clarification des conditions d'investissement, en termes d'investissement dans les infrastructures matérielles et immatérielles, tout ça ne peut que constituer un terreau favorable et un terrain d'encouragement pour de futurs investissements, sachant que, encore une fois, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'économie égyptienne n'a pas encore pleinement déployé toutes ses capacités, mais que les étapes que prend le gouvernement a tendance à accroître le potentiel de l'économie égyptienne et partant l'attrait que représente l'économie égyptienne pour les investisseurs étrangers. Oui. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous observez la performance de l'économie égyptienne et l'ouverture même de l'Égypte jusqu'à maintenant dans ce temps de coronavirus, alors que par exemple en France ou dans d'autres pays européens, il y a toujours un couvre-feu, il y a toujours une sorte d'arrêt de la vie normale. Mais encore une fois, je pense que en France, si vous voulez, et dans d'autres pays européens, ce qui guide finalement la réaction des gouvernements, c'est la capacité hospitalière à accueillir, et notamment dans les services de réanimation, les malades du coronavirus. Or, comme je vous l'expliquais il y a un instant, je pense que les pays européens sont davantage touchés par le coronavirus parce qu'ils ont une population beaucoup plus âgée. Et donc, en fait, le coronavirus a un taux de létalité et un taux de mortalité qui est beaucoup plus important en raison d'une moyenne d'âge élevée de ces pays. Je pense que l'Afrique, et l'Égypte n'y fait pas exception, est moins touchée. Donc, du coup, elle a certainement besoin de capacités hospitalières, ce qui est déjà le cas, puisqu'on a vu le rôle qu'a joué notamment l'armée égyptienne pour mettre en place des dispensaires de traitement des malades du coronavirus. Mais je pense que l'Égypte, pour l'instant, en tout cas la réponse du gouvernement à la crise du coronavirus en matière sanitaire, a permis de préserver
l'essentiel de la vie économique du pays. Encore une fois, étant entendu que les publics les plus fragiles doivent faire l'objet d'une attention particulière eu égard à leur degré de pauvreté. Mais ça, je pense que le gouvernement égyptien l'a très bien compris. Ouais. Voilà, je pense que la crise du coronavirus est en train progressivement d'être jugulée par l'arrivée notamment des vaccins. Alors, je sais que, en tout cas dans les pays européens, on les attend avec impatience, puisque tous les pays finalement qui ont vacciné une majorité de leur population sont aussi des pays qui reviennent à une vie normale. Vous avez la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, votre voisin Israël qui maintenant ouvre les bars, les restaurants et qui même maintenant, je dirais, a dispensé les gens de porter le masque en extérieur. Donc, il faut aussi que derrière, quand on parle de mesures sanitaires, il y ait bien sûr la prise en charge des malades. Ouais. Il faut aussi penser vaccination et penser remède. Oui. À la fin du mois de mars, par exemple, Fitch a prévu une croissance économique de 6% en Égypte pour le prochain exercice financier. Et d'après cette institution financière internationale, le PIB de l'Égypte va progresser de 3% pour même l'actuel exercice. Mais pendant le mois d'avril, il y avait une sorte de révision à la baisse de la part du FMI à l'égard de la croissance économique égyptienne. Pourquoi ? Écoutez, je pense que à ce stade, les variations de court terme doivent être regardées comme des aléas qui n'ont pas de signification économique fondamentale à moyen long terme. Je pense effectivement que le Fonds monétaire international et sa dernière revue article 4 de l'Égypte fait état effectivement d'un léger fléchissement de la croissance égyptienne par rapport à d'autres agences de notation. Vous avez cité Fitch, mais je pense que, si vous voulez, la période actuelle est une période quand même assez exorbitante du droit commun, assez particulière, et je pense que tirer des conclusions à partir de variations de très court terme me semble quand même particulièrement risqué au regard du contexte. Moi, je pense que les fondamentaux de l'économie égyptienne se renforcent, et se renforcent notamment par les mesures gouvernementales. Et il y a fort à parier que quand les pays sortiront les uns après les autres de cette crise sanitaire par la vaccination et par les remèdes, il y a fort à parier que tout le terrain qui aura été préparé par le gouvernement égyptien pour rendre l'économie égyptienne à la fois plus solide, plus transparente et plus attrayante pour les investisseurs étrangers, on va connaître effectivement une croissance solide et durable. Oui. Dernier indice qu'on a aujourd'hui, l'Égypte est entrée dans l'indice obligataire représentatif des marchés émergents de JP Morgan et devrait voir les instruments de sa dette en devise nationale intégrés également dans un délai de 6 mois au plus tard, selon les dernières annonces faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Nouaib. Donc, l'Égypte et l'Afrique du Sud, seul pays du Moyen-Orient d'Afrique à entrer dans la liste de JP Morgan. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je pense que, si vous voulez, la politique menée par le gouvernement égyptien depuis l'accès au pouvoir du président Al-Sisi est de plus en plus crédible. Vous savez que les agences de notation et puis l'intégration des indicateurs égyptiens dans les grands tableaux de bord internationaux résulte aussi de la crédibilité que ces institutions, que les marchés financiers accordent aux instruments de la dette des pays et accordent à la politique menée par les pays. Donc effectivement, je pense que la crédibilité de la politique économique, budgétaire, monétaire de l'Égypte durant toutes ces années est en train de porter ses fruits, puisque en fait, en intégrant ces grands tableaux de bord et ces grands indicateurs mondiaux, eh bien, l'Égypte entre de plein pied dans le cercle des pays à qui on fait confiance, dans les éléments chiffrés que le gouvernement communique, à la fois en termes de dette, de taux d'intérêt, etc., mais aussi de crédibilité politique générale. Oui.
Mais donc, nous arrivons à la fin de cette édition. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour discuter un peu plus avec vous des dernières évolutions qui ont marqué bien sûr l'économie égyptienne. Mais en tout cas, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Monsieur Jean Messéha, notre expert, notre figure très honorable de l'Égypte à l'étranger. Merci beaucoup encore une fois pour de telles explications. Et je vous en prie, merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Et c'était donc la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Bon ramadan à toutes et à tous. Au revoir.